Bonjour et bienvenue sur les antennes de Radio Chine International Sénégal dans votre émission Le Printemps des écrivains. Notre invitée pour cette semaine est Viviane Bang. Elle est auteure de l'ouvrage Le bonheur de la liberté et c'est un voyage tumultueux sur le fleuve, loin d'être tranquille de la vie de Sarah. À la présentation, Ousmane Mangane, à la mise en onde et au mixage, Fallou Sow. Printemps des écrivains sur Radio Chine International Sénégal 102.9. Nous avons le plaisir de recevoir Viviane Bang. Viviane, bonjour. Bonjour, Monsieur Mangane. Oui, je rappelle que vous êtes auteur et c'est votre premier roman qui est intitulé Le bonheur de la liberté. Viviane est de cette génération pour qui les combats doivent être regardés en face. Elle rêve d'une Afrique unie, forte et prospère, ambitieuse. Elle croit fortement au leadership féminin, porteur de changement. Viviane est formée à l'Université Gaston Berger au Sénégal et à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Sur le plan professionnel, elle est présentement sociologue qui travaille au ministère de la Santé du Sénégal. Viviane, votre présentation d'abord peut nous servir même d'entrer dans le vif du sujet. Alors, votre conception de l'Afrique unie dans un premier temps. Je vous remercie, Monsieur Mangane. C'est un immense plaisir pour moi de participer à votre émission Le Printemps des écrivains sur Radio Chine International Sénégal. Je salue vos auditeurs et vos auditrices partout où ils ou elles se trouvent. Et pour répondre à votre question, je dirais que moi je suis une fervente défenseur de l'Afrique. Et mon rêve a toujours été de voir une Afrique unie avec des enfants de l'Afrique qui sont soudés, qui sont solidaires. Et si on parle d'union, d'unité, on parle également de fin des conflits qui gangrènent le continent et qui constituent des barrières à notre développement. Donc, si je parle de développement, on parle de prospérité. Je rêve également d'une Afrique prospère, c'est-à-dire d'une Afrique qui profite vraiment des grandes ressources dont elle dispose, d'une Afrique, si je peux m'exprimer ainsi, développée. Et je rêve vraiment, c'est mon rêve de voir cette Afrique-là, cette Afrique qui va occuper une plus grande place dans l'échiquier mondial. C'est là mon plus grand rêve. Oui, Viviane, aujourd'hui, ce que vous voyez à travers l'immigration clandestine, entre autres, et également certaines parties de l'Afrique où toujours, ce sont des guerres entre certaines factions et le pouvoir en place. Donc, si nous regardons ce qui se passe actuellement même vers l'Éthiopie, entre autres. Alors, est-ce que toujours vous êtes ambitieuse par rapport à cela, à une union? Oui, je suis très optimiste quant à l'avenir de l'Afrique. Moi, je peux me définir comme, je vais emprunter le mot de Tchonnion. Je pense que c'est lui qui a écrit Mémoire d'un éternel optimiste, si je ne me trompe. Moi, je suis une éternelle optimiste. Je suis optimiste quant à l'avenir de l'Afrique. Je pense qu'il faut que chacun y mette du sien. Il faut que les fils de l'Afrique, les dignes fils de l'Afrique soient conscients du potentiel de l'Afrique et qu'ils soient conscients du fait qu'avec les conflits, nous n'irons pas loin. Et il faut qu'on arrête les guerres fratricides, il faut qu'on arrête le pillage de nos ressources qui entraîne souvent des violences. Et je pense qu'il faut pour cela conscientiser les Africains. Il faut conscientiser les populations, les peuples africains sur l'importance de mettre fin à ces conflits-là. Et c'est la seule voie du salut. C'est le seul moyen qui nous permettra d'atteindre le développement. Et ça, c'est la sociologue aussi qui parle. En quelque sorte, il y a la sociologue, il y a l'œil du sociologue qui regarde, il y a la sociologue qui porte son appréciation sur ce qui se passe en Afrique. Et cela est tout à fait normal. Par déformation professionnelle, je suis tentée d'apporter un regard sociologique
sur ce qui se passe dans ce continent-là. Et vous avez parlé tantôt de l'immigration clandestine également. Et je pense que ça, c'est un mal qui gangrène le continent. Et le Sénégal a connu ces derniers jours une tragédie sur ce plan-là. Et tout cela traduit la désespérance de la jeunesse, parce qu'il faut être assez désespéré pour tenter de voyager dans ces conditions-là, avec tous les risques que cela implique. Et cela a un lien avec ce que les jeunes vivent dans ce continent. Parce que pour fixer les jeunes sur le continent, il faut leur donner assez d'espoir, il faut leur donner assez d'optimisme, il faut leur donner assez de ressources, assez de moyens qui leur permettent d'y croire et de rester. Et il faut également les conscientiser que c'est à eux de construire ce continent-là, c'est à eux de défendre ce continent et c'est à eux de faire de ce continent ce qu'il sera demain. Nous recevons dans cette émission Le Printemps des écrivains Viviane Mbang, auteure de l'ouvrage Le bonheur de la liberté. Alors Viviane, vous avez parlé de voyage avec l'immigration clandestine, mais ici nous allons parler d'un autre voyage. Le bonheur de la liberté est un voyage tumultueux sur le fleuve, loin d'être tranquille de la vie de Sarah. Alors, selon vous, donc, il y a deux mots ici qui composent un peu le titre de votre ouvrage, bonheur et liberté. Alors, le bonheur repose-t-il sur la liberté ou bien? Merci Mangan. En fait, comme vous l'avez si bien dit, le bonheur de la liberté, c'est l'histoire d'une vie, celle de Sarah. En effet, c'est un voyage sur le fleuve loin d'être tranquille de la vie de Sarah, un voyage à travers ses différentes péripéties, ses attentes, ses déceptions, ses émois, mais également ses questionnements. Donc, comme vous l'avez dit, tout au long de sa vie, Sarah sera confrontée à de nombreuses désillusions, et à tel point qu'elle finira par ne plus croire au bonheur. Mais en fin de compte, elle se rendra compte que le bonheur, c'est être libre. Être libre, c'est-à-dire se défaire de ses angoisses, ses peurs et ses souffrances. Mais c'est également vivre en harmonie et en accord avec elle-même et avec le monde qui l'entoure. Et comme vous l'avez si bien dit, il y a deux mots essentiels sur ce roman-là, c'est-à-dire le bonheur et la liberté. Et je rappelle que le bonheur de la liberté, c'est un questionnement sur la vie et sur le bonheur. Et ces deux mots que sont la liberté et le bonheur ressortent dans ce roman-là. Et pour moi, ces deux notions sont liées. Donc, ce qui nous amène à nous poser la question du c'est quoi le bonheur? Donc, le bonheur, c'est quoi? C'est quand on parvient à satisfaire ses aspirations et qu'on éprouve un sentiment de plénitude. Mais pour cela, il faut se défaire. On ne peut pas atteindre cette sensation que l'on ressent au fond de soi, cet état de contentement qui est durable et stable quand on n'est pas libre. Et quand je parle de liberté, oui, c'est un état intérieur. Il ne s'agit pas de la liberté extérieure parce qu'on peut être libre de ses mouvements, parce que la liberté, c'est déjà ne pas être esclave ni être prisonnier. On peut être libre de ses mouvements, ne pas être prisonnier, ne pas être esclave. Mais pas pour autant, cela ne signifie pas pour autant qu'on est heureux, qu'on a le bonheur. C'est un état intrinsèque. Ça se construit au fond de soi-même. Et elle est personnelle. Et c'est dans ce sens-là que je parle de la liberté, c'est-à-dire se défaire de tous ces sentiments négatifs, se défaire de tout ce qui nous enchaîne et nous empêche d'atteindre cet état-là de bonheur, c'est-à-dire cet état de plénitude et de félicité. Donc c'est dans ce sens-là qu'on parle de bonheur. Et pour cela, on peut dire que le bonheur dépend de tout un chacun. Le bonheur, c'est être en adéquation avec soi-même. C'est vivre, se défaire de toutes ces choses qui peuvent nous emprisonner. Ne pas être prisonnier ni de la haine, ni de la souffrance, ni de la peur, ni des sentiments négatifs tels que la jalousie, la méchanceté, l'envie. C'est ça, en fait, que Sarah va découvrir en dernier lieu dans son
évolution et elle comprendra que pour qu'elle soit heureuse, il faut qu'elle se défasse de toutes ces choses-là. Oui, c'est votre conception du bonheur et de la liberté dans cet ouvrage. Alors, la famille également qui occupe une place importante, la cellule de base en quelque sorte, et les contraintes sociales. Est-ce qu'ici il y a donc un lien par rapport à Sarah? Sarah, je pense que sa famille n'est pas ce qui l'entrave dans sa voie vers le bonheur. Sa famille ne constitue pas la source fondamentale de ses désillusions. Au contraire, dans cette famille-là, Sarah a son papa qui est présent, a sa sœur qui est présente à ses côtés à tout moment de sa vie et qui l'épaule et qui l'encourage et qui la conseille également. Sarah a sa maman, même si avec cette maman-là, les liens ne sont pas très très forts. Mais la famille, elle est présente. Il y a son grand-père qui lui dit d'être heureuse et que c'est la seule manière de remercier Dieu d'exister. Donc cette famille-là, elle est présente autour de Sarah, elle l'appuie. Les sources de désillusion, les sources de frustration de Sarah, je pense qu'elles sont plus externes qu'internes à sa famille. Donc là, la famille, au contraire, joue un rôle joue un rôle de ciment, joue un rôle donne une force à Sarah et c'est cette famille-là finalement qui va l'accueillir et qui va l'aider à s'en sortir. Donc ici, on peut pointer du doigt le regard de l'autre, de l'extérieur. Oui, il y a le regard de l'extérieur parce que Sarah, comme vous le savez, Sarah va tomber enceinte. Et c'est cette grossesse-là et cet enfant non désiré qui va la pousser à vouloir aller en Europe. Parce qu'il y a le regard de la société sur cette jeune fille mère. Et sa famille ne l'a pas jugée. Sa famille ne l'a supportée. La preuve est que sa maman a accepté de garder cet enfant-là pour que Sarah aille continuer ses études. Mais il y avait le poids du regard de la société sur elle, qui faisait que Sarah pensait que en voyageant, en allant à l'extérieur, elle pourrait se libérer de ce poids de la société, de se libérer du jugement des gens qui l'entourent. Et c'est ça qui l'a poussée à vouloir aller à l'extérieur pour pouvoir étudier là-bas. Mais elle ne s'était pas rendue compte qu'elle était tombée en fait sur un piège et qu'elle a été entraînée dans un gouffre dont elle parviendra finalement à s'en sortir malgré toutes les difficultés qu'elle a vécues là-bas, mais elle parviendra en fin de compte à se libérer de toutes ces chaînes, libérer de ses souffrances et à retourner au pays. Et d'ailleurs, le roman commence par cette partie-là, c'est le retour au pays. Viviane Mbeng, oui, le retour, la vie à Ngelaw, l'enfance, retour aux sources, à la capitale, les retrouvailles, la désillusion, le voyage, Paris, une lueur d'espoir, les retrouvailles, nouveau départ, l'heure de vérité, entre autres. On note donc un style d'écriture de l'ouvrage avec une description des lieux, des séquences, des moments, des actions, avec les couleurs, les odeurs, entre autres. Oui, ça, c'était très important pour moi parce que quand j'écrivais, un de mes soucis, c'était de transmettre mes émotions, de transmettre mes sentiments, mais également que de captiver mon lecteur, c'est-à-dire de pouvoir entraîner le lecteur qui, dès l'ouverture de la première page, aura envie d'aller au bout. Et c'est ça que je voulais faire en décrivant toutes ces choses-là, en décrivant les émotions, en décrivant les lieux, les couleurs. C'était une manière pour moi de captiver le lecteur et de l'entraîner dans un voyage. Et j'espère que j'aurai atteint mon objectif à travers cet ouvrage-là. Alors, en dehors peut-être de certaines séquences, est-ce qu'il n'y a pas une dose, je peux dire, en quelque sorte subjective, pour ne pas dire que, est-ce que certains ne vous ont pas demandé si c'est... Si, vous avez bien fait de me poser la question,
Certaines personnes m'ont demandé si ce roman était autobiographique. Et là, je réponds par non. Ce roman n'est nullement autobiographique. Toutes les histoires, toutes les péripéties que je retrace dans ce roman sont de la pure imagination. Ce roman n'est ni autobiographique, mais également n'est pas tiré de l'expérience de gens autour de moi, d'histoires que j'ai déjà connues. Tout est sorti de mon imagination. Les choses sont venues au fur et à mesure. Mais je dirais tout simplement que ce n'est pas l'histoire de ma vie, mais il y a une partie de moi dans ce roman-là. Parce que quand on écrit un roman, c'est comme un bébé qu'on met au monde. Quand on a un enfant, l'enfant n'est pas certainement nous-mêmes, nous les parents qui l'avons mis au monde, mais cet enfant-là aura toujours une partie de nous en lui. Et quand on va le regarder, on se dira certainement que on se retrouvera dans certains de ses comportements. Et moi, je vais faire le parallélisme entre ce roman-là et l'enfant qu'on met au monde. Donc, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma vie, ni la vie des gens qui me sont proches, mais il y a une partie de moi qui est dans ce roman-là. Parce que quand j'écrivais ce roman, à chaque partie, j'essayais de me mettre dans la peau de mon héroïne et j'essayais d'imaginer si j'étais confrontée à une telle situation, à la situation que vivait Sarah à un instant T, comment j'allais réagir, comment j'allais faire, comment j'allais ressentir les choses. Et ce sont ces sentiments-là que j'ai essayé de transmettre dans ce roman-là, d'étaler, de coucher sur du papier. Viviane Mbang, je rappelle que vous êtes l'auteur donc de l'ouvrage Le bonheur de la liberté. Viviane a fait une partie de ses études ici au Sénégal et l'autre partie en Belgique et vous êtes revenu donc pour travailler au pays. Alors au moment où certains jeunes veulent prendre ou prennent la pirogue pour traverser l'Atlantique pour aller en Europe, on a évoqué cette question, mais vous, votre exemple, le fait d'aller donc et de revenir. Oui, j'espère que mon exemple va inspirer certains. Je suis partie en Europe, mais c'était pour un but bien déterminé. Et quand j'ai atteint mon but, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est de retourner au pays. Parce que j'ai vécu là-bas, j'ai vu comment vivaient nos parents là-bas, j'ai vu comment les choses se passaient là-bas. Et moi, je me suis dit que je rentre chez moi. J'ai toujours cru à mon pays, à l'Afrique. Et je me suis dit que moi, ce que je vais faire, je rentre chez moi. Et là-bas, je vais me battre pour y arriver. À chaque fois, je me dis, si une personne y est arrivée, pourquoi pas moi? Et j'ai toujours cru en l'Afrique, j'ai toujours cru en mon pays. Et c'est ça qui m'a motivée à rentrer. Je me suis dit, quand je rentrais, certaines personnes me disaient, nous voulons venir là-bas et toi, tu dis que tu vas rentrer. Et moi, je leur disais, je vous souhaite de pouvoir venir un jour découvrir l'Europe. Mais cela n'empêche que moi, je compte rentrer chez moi et aller me battre là-bas. Et je pense que c'était la meilleure solution à prendre. Et parce que quand on y croit, on y arrive. Moi, j'y crois, j'y ai cru et je suis rentrée pour pouvoir contribuer au développement de mon pays, pour pouvoir me mettre au service de mon pays. Et c'est ce que je fais aujourd'hui en tant qu'agent de l'administration. Et à ceux qui tentent ce voyage-là, moi, je dis, si vous voulez voyager, faites-le dans les normes, utilisez les voies normales. Moi, ce que je déconseille à tout un chacun, c'est de voyager dans certaines conditions, comme le font les jeunes actuellement avec les pirogues. Je pense que ça, c'est risquer sa vie pour un avenir incertain, parce que rien n'est garanti là où ils vont. Et il y a d'autres qui l'ont fait avant eux, ils ont regretté, mais ils sont emprisonnés là-bas. Ils veulent bien rentrer, mais ils ne peuvent pas rentrer parce que peut-être ils ont des difficultés. Il y a la famille ici également qui ne comprendra certainement pas avec beaucoup d'espoir pourquoi la personne est retournée les mains vides parce qu'il faut l'avouer, les gens vivent des conditions difficiles là-bas. Donc c'est pour cela que je dis à tout un chacun, croyez en vous. L'énergie que les gens mettent à travailler là-bas, à trouver du travail, s'ils mettent cette énergie-là ici, et avec l'aide
de nos dirigeants, avec l'aide de nos États, je pense qu'ils peuvent s'en sortir. Viviane Mbang, alors l'immigration clandestine, vous avez également déconseillé quand même aux jeunes votre expérience, mais quand même vous avez utilisé les voies normales pour faire vos études et revenir. Alors, la pression des parents, de la société, certains disent que bon, les jeunes subissent aussi cette pression familiale et même de la société. Alors, est-ce que ça vaut la peine? Oui, je pense que si on analyse la question de l'immigration clandestine, elle est globale. Elle est globale. Et comme vous l'avez dit, l'une des raisons, c'est également la pression sociale. Il y a les conditions économiques également, mais la pression sociale, elle est très, très forte. Et les jeunes sont là souvent, ils sont confrontés au chômage, à la pauvreté, et ils sont dans des familles qui comptent sur eux. Ils sont l'espoir souvent de toute une famille. Et se réveiller chaque matin, voir la famille, nourrir de l'espoir sur vous, ne pouvoir rien faire. Certains même sont diplômés, ils ont fait de longues études, des études universitaires notamment. Ils sont là au chômage, ils n'ont jamais travaillé. Devant eux, l'avenir c'est incertain. Il y a la pression familiale, la famille qui a investi en vous, qui espère pouvoir un jour récolter les retombées de cet investissement-là et qui vous voit chaque jour dans la maison en train de vous réveiller à ne rien faire. Souvent, cette famille peut inconsciemment pousser le jeune vers l'immigration à travers certaines remarques, certaines paroles qu'on adresse aux jeunes. Ça peut pousser le jeune à se dire qu'est-ce que je dois faire? Et souvent, s'il atteint un certain niveau de désespérance, s'il pense que ici, il n'y a aucun espoir pour lui, il peut tenter l'aventure, croyant que peut-être sa chance est ailleurs, croyant peut-être que l'Eldorado est ailleurs, croyant peut-être que c'est en partant qu'il parviendra à réaliser son rêve, réaliser ses objectifs de vie. Et je pense que tout ça, c'est à analyser, tout ça, c'est comment dirais-je, à décortiquer pour pouvoir comprendre le rôle de la famille, de l'environnement social sur cette immigration-là qui est multidimensionnelle. Viviane Mbeng, merci. C'est la fin quand même de la première partie de cette émission. Viviane, donc vous restez avec nous pour la seconde partie d'Instant Poésie. Radio Chine Internationale, la fréquence de la diversité. Printemps des écrivains, l'instant poésie. Vous suivez le printemps des écrivains sur Radio Chine Internationale Sénégal. Nous sommes toujours avec Viviane Mbang, auteur de l'ouvrage Le bonheur de la liberté. Nous sommes dans la partie Instant Poésie. Viviane, vous allez déclamer pour nos auditeurs? Oui, Monsieur Mangan, je vais déclamer quelques vers que j'ai écrits dans mon ouvrage, dans la partie Retour aux sources. Et c'est en hommage à la terre de mes ancêtres, c'est-à-dire Tivigne, qui se trouve en terre Ndout, c'est-à-dire à Morolan. Donc, je m'en vais vous le déclamer. Oui. Terre de feu, terre rouge, rouge sang, sang des valeureux guerriers. Terre fertile, terre nourrissante, mamelle des braves. Terre affamée, ventre creux, abîme de tes vaillants fils. Je vous remercie. Merci Viviane Mbang dans la partie Instant Poésie de cette émission Le Printemps des écrivains sur Radio Chine Internationale.
Printemps des écrivains est animé par Ousmane Mangane. Printemps des écrivains, chef-d'œuvre. Viviane, donc, pour terminer avec vous, nous sommes dans la partie chef-d'œuvre. Alors, à travers vos lectures et également vos différents échanges, entre autres, alors, s'il y a un ouvrage qui vous a marqué, est-ce que vous pouvez partager avec nous? Oui, Mangane. L'ouvrage que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est l'ouvrage de Marie Ndiaye, qui s'appelle « Trois femmes puissantes » et qui a été prix Goncourt en 2009. Cet ouvrage-là, je l'ai acquis en 2011 à Paris et c'est là alors que je découvre Marie Ndiaye. Elle venait juste d'être en 2009 prix Goncourt et c'est mon amour de la lecture et des livres qui m'a fait entrer dans une librairie à Paris et que là j'ai découvert cet ouvrage-là et je l'ai acquis en mars 2011. C'est un ouvrage qui s'intitule « Trois femmes puissantes » et c'est un roman. Et à travers ce roman, nous avons trois récits, c'est-à-dire trois portraits de femmes. Elle s'appelle Nora, l'avocate, elle s'appelle Fanta et elle s'appelle Khady Demba. Ces trois femmes font face à des humiliations et se battent pour faire face et préserver leur dignité. Et en gros, elles disent oui à la vie, malgré les difficultés auxquelles elles font face. Et ces récits se déroulent les deux à Dakar, notamment l'histoire de Fanta et de Khady Demba, et en France, c'est-à-dire en Gironde, avec Nora. Ce sont trois vies déchirées que Marie Ndiaye tente de nous décrire. Et ce sont des femmes qui sont en position de faiblesse et de fragilité. Et elle les a nommées, ce qui peut être contradictoire, trois femmes puissantes. Et pourquoi cette puissance-là? Elles sont puissantes parce que malgré toutes sortes de difficultés, chacune d'elles a puisé en elle pour pouvoir s'en sortir. Chacune d'elles a en elle une force intérieure inaltérable qui l'a fait résister, qui l'a fait s'en sortir. Elles ont toutes un noyau qui est inaltérable et qui est en elles. Et c'est ça qui en fait des femmes puissantes. Et cette puissance-là, elle est issue d'une force saine. C'est-à-dire, c'est pas par les bassesses, les humiliations, les autres qu'elles vont réagir, mais elles vont garder leur dignité. Et c'est ça qui en fait une force saine. Et pour braver ces souffrances. Et malgré tout, elles font face avec courage, avec force et avec détermination. Et c'est cet ouvrage-là que je veux partager aujourd'hui avec les auditeurs de Radio Chine International Sénégal. Et j'aime également le style d'écriture de Marie Ndiaye. Elle a un style qui est fluide, assez épuré, limpide, avec le sens des détails. Et elle m'a beaucoup inspirée dans son style d'écriture. Et souvent, vous savez, quand on écrit, ou bien quand j'écris, j'aime bien pour me mettre dans l'ambiance, lire un livre. Et c'est ce livre-là qui m'a beaucoup accompagnée dans l'écriture de mon roman. Et j'ai adoré le style d'écriture de Marie Ndiaye. Et je pense que si je peux dire qu'un auteur m'a influencé, quel auteur m'a influencé, ce sera bien Marie Ndiaye. Merci Viviane Bang. C'est moi qui vous remercie.